Nous sommes deux pour vous parler d'une étude qui a été conduite dans les Hauts-de-France, qui vise à savoir ce que deviennent les parents à long terme, la échéance de 2 ans après une décision de soins palliatifs. À distance, il y a Kelly Saint-Denis, qui est psychologue, chercheuse, et qui nous a aidés à construire cette étude et à interpréter les résultats. Et naturellement, Isabelle était aussi très impliquée dès le début de l'étude. Alors, avant de lui laisser la parole pour présenter les résultats, je voudrais quand même remettre en perspective le contexte qui est peut-être un peu différent de celui que vous connaissez habituellement et qui dépasse un peu le cadre du diagnostic anténatal d'une pathologie létale. Parce que les soins palliatifs, ça se fait aussi dans d'autres situations que celles que je viens de décrire. Et c'est plutôt plus fréquent d'avoir des diagnostics postnataux d'une pathologie, d'une maladie grave qui concerne un bébé, soit un accident à la naissance, soit un diagnostic qui était fait après la naissance, soit un accident postnatal qui conduit à s'interroger sur faut-il ou pas poursuivre les traitements, faut-il ou pas mettre en place des soins palliatifs. Et en discutant avec certaines d'entre vous, je me suis rendu compte que finalement, c'est plutôt des parents dans ce contexte-là que vous rencontrez dans les groupes de parents. Donc, peut-être bien avoir en tête les enjeux qui sont très différents, je pense, des diagnostics anténataux. J'ai cité quelques exemples, mais vous imaginez bien dans quelle situation on s'interroge. C'est des situations sévères, mais un accident inattendu qui est arrivé à la naissance ou après la naissance. Et donc dans ces situations-là, on s'interroge sur, le fait de savoir si oui ou non on est dans un contexte d'obstination déraisonnable. Est-ce raisonnable ou pas de poursuivre les traitements? C'est des enfants qui sont, en réanimation habituellement, néonatale, dans ce contexte, d'extrême gravité. Et donc, lorsqu'on se pose cette question-là, lorsque les parents se posent cette question-là, lorsqu'un des soignants de l'équipe se pose cette question-là, ça déclenche une réunion collégiale avec toutes les personnes concernées. Toutes les personnes concernées, c'est les soignants, puéricultrices, médecins. Il y a le médecin naturellement référent qui est présent, et les personnes qui ont connu cet enfant. Ça peut être en anténatal, l'obstétricien ou la sage-femme qui a pris en charge ce bébé à la naissance. La réunion collégiale donc vise à redécrire la situation clinique pour essayer d'estimer le pronostic, l'évolution à court et à long terme. Et elle sert à quoi cette réunion? Ça, je vais peut-être vous surprendre parce que c'est pas ce qui se passe chez l'enfant plus grand ou chez l'adulte. Cette réunion-là, elle vise pas à décider de la poursuite ou l'arrêt du traitement. Elle vise à savoir ce qu'on va dire aux parents. Parce que la particularité, et Kelly va surtout intervenir sur ce sujet-là, la particularité de cette période de la vie, c'est l'incertitude. Même dans les situations très graves, c'est presque toujours incertain. Lorsqu'on demande il y a des études qui ont été conduites en Angleterre, mais la situation est la même. Lorsqu'on demande à des médecins seniors expérimentés en réanimation de savoir si tel ou tel enfant va vivre ou non, ben, ils se trompent une fois sur deux. Même un paramètre aussi robuste que celui-là, vivre ou pas vivre, ben, on ne peut pas savoir. Et a fortiori, quand on parle du devenir à long terme, c'est vraiment une incertitude. Et donc, ce dont on s'aperçoit dans ces réunions collégiales,
c'est lorsqu'on met sur la table, avec tout le monde autour de la table, on parle de cette incertitude et on met en avant cette incertitude avec preuve à l'appui, parce que ce que je vous dis là, c'est pas qu'un point de vue personnel, c'est décrit dans la littérature que c'est difficile de faire un pronostic et qui est donc incertain. Quand on met sur la table cette incertitude, 50-50, on s'aperçoit que les professionnels de santé se positionnent soit favorablement, soit défavorablement, de façon assez équitable. Souvent, quand c'est 50-50, il y a les pour et il y a les contre. Pourquoi? Et Kelly va argumenter là-dessus. C'est lié au fait que face à l'incertitude, on perçoit l'incertitude soit comme un espoir, finalement, d'une évolution favorable, soit comme, au contraire, quelque chose de dommageable, et on voit le verre à moitié vide. Et c'est un peu une caractéristique personnelle qui fait que finalement, les professionnels ne peuvent pas se positionner de façon. Alors, ils peuvent avoir un avis, on peut avoir un avis collectif, mais plutôt sur l'information qu'on va donner aux parents. Donc l'enjeu de cette réunion, c'est de définir ensemble l'information qui va être donnée aux parents, dans l'idée en fait de pouvoir accompagner les parents dans l'orientation à prendre sur la prise en charge de leur bébé. Soit on décide de poursuivre les traitements, soit on décide de mettre en place des soins palliatifs. Voilà, ça me paraissait important de remettre le contexte un peu particulier des soins palliatifs en néonate et de ce que donc ont vécu les parents en période néonatale. Je vous cite simplement un exemple. C'est un bébé prématuré, mais on pourrait en citer bien d'autres. Pas très grand prématuré, mais qui va faire un accident cérébral. Et il y a une lésion cérébrale qui touche son cerveau, la moitié de son cerveau, avec une hémorragie, la moitié de son cerveau. Il s'avère qu'à cet âge-là, c'est pas comme chez l'enfant, c'est pas comme chez l'adulte. Les circuits neuronaux sont en train de se constituer, et ce qui a été détruit d'un côté peut être récupéré de l'autre, ou pas. Et donc, on est vraiment dans la situation qui s'affiche là, c'est 50-50. Il y a 50% d'enfants qui vont évoluer favorablement et 50% qui vont garder des séquelles, parfois lourdes, de ce type de situation. Et devant la description de cette situation, chacun va se positionner différemment. C'est un peu ça qu'on veut faire émerger, d'autant que quand je vous parle de séquelles, on a donc du mal à évaluer les séquelles que peut avoir un bébé avec ce type de lésion. Mais encore pire, on a encore plus de mal à évaluer la qualité de vie de cet enfant. Pour la bonne raison que la qualité de vie d'un enfant qui est porteur d'un handicap dépend plus de la façon dont ses parents vont accepter son handicap que de son handicap même. Donc vous voyez tout ce qu'il peut y avoir comme facteur d'incertitude qui s'ajoutent les uns aux autres, qui fait qu'au total, on a quand même du mal à se positionner dans ces situations-là, sous réserve qu'on joue le jeu de positionner l'incertitude sur la table. Parce que tout le monde n'a pas forcément cette attitude. Et pour simplifier la vie de tout le monde, entre guillemets, on peut être tenté de noircir ou de blanchir le tableau en fonction des convictions, souvent du médecin référent. Mais bon, je vous laisse répondre à la question, est-ce éthique de faire ça? Voilà, donc dans ce contexte, si l'orientation est effectivement de mettre en place des soins palliatifs, bah, c'est tout ce qui a pu être construit, notamment avec Isabelle. C'est les bases que vous connaissez. D'ailleurs, je me suis rendu compte ce matin que vous avez une démarche qui a été fondatrice en réalité, et elle va continuer de l'être, notamment par exemple sur, là c'est un peu les jalons qu'on utilise pour construire les soins palliatifs en périnate, sur lesquels on s'appuie pour réfléchir en équipe sur la façon de mieux accompagner les enfants et leurs familles. Et vous voyez qu'il y a un item dont vous avez parlé, c'est inscrire la vie de cet enfant dans l'histoire de sa famille. Et pour nous, c'est un jalon
pour vous, ça vous paraît évident, mais pour nous, derrière, comment ça se décline dans un service, comment ça se décline en pratique, dans la prise en charge, d'une famille. Hem, voilà, donc et il y a d'autres aspects fondateurs que j'ai entendus ce matin qu'on pourra utiliser, qui nous feront encore progresser, notamment, concernant, le couple conjugal, pour lequel finalement, en vous écoutant, je me rends compte qu'on n'y prend pas beaucoup d'attention et il faut probablement qu'on travaille sur ce sujet-là aussi. Donc vous voyez, en étant en chemin sur toutes les bases sur lesquelles vous nous alertez. Voilà et puis ce matin, je vous disais, effectivement, il nous a fallu comprendre le sens que ça avait pour les parents et le sens que ça a, c'est la rencontre. Donc ce simple mot, ça nous a permis de construire les soins palliatifs, dans les services de néonat. Voilà, donc dans ce contexte, on imagine que c'est compliqué pour les parents. C'est pas un scoop. Les parents vivent, des émotions, douloureuses, contradictoires, difficiles à vivre, que vous voyez, listées là, mais c'est pas vous que je dois convaincre et donc la question, c'est dans ce contexte, que deviennent les parents à long terme? Et c'est ce que va vous montrer, Kelly, qui a interrogé à l'âge de 2 ans, des familles, qui ont vécu, cet épisode. Est-ce que je peux te passer la parole, Kelly? Bon, eh bien, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Kelly Saint-Denis, je travaille donc dans le service de médecine néonatale au CHU de Lille. Et on a donc mené une étude que vient d'être décrite, du coup, ou présentée plutôt par le professeur Storm. On était plusieurs et l'association Spanma nous a beaucoup aidé, que ce soit dans la conception, vraiment où on met beaucoup de temps pour ces études à réfléchir comment on va s'y prendre, quelle est la bonne méthode, quelle est la bonne population, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc ça a été vraiment d'une grande aide depuis le début en fait de ces réflexions. Et on a pu, après toutes les péripéties, je pense que le professeur Storm vous a expliqué, puisque ça n'a pas été simple, mais on a pu mener l'étude et même publier les résultats dans une revue scientifique internationale. Et je vous présente ici donc cette étude-là avec ces résultats-là. Et l'étude en entier est tout à fait accessible en accès gratuit sur le site internet de la revue que vous voyez là, qui est Acta Pediatrica. Donc vous pouvez tout à fait lire l'étude ou évidemment nous contacter par mail où on peut vous l'envoyer. Alors c'est en anglais, mais maintenant avec les ressources qu'on a, on peut facilement traduire. Mais voilà, pour moi je vais essayer de synthétiser un maximum, mais juste pour dire que l'entièreté est disponible facilement. Donc juste avant de me plonger vraiment dans l'étude elle-même, juste pour faire, je pense que vous le savez déjà, mais juste pour un peu mettre le contexte dans lequel on s'est situé. En gros, de façon extrêmement simplifiée, quand on mène une étude scientifique, on se situe soit dans une étude quantitative où notre objectif c'est vraiment de mesurer, enfin notre méthodologie c'est de mesurer, notre objectif c'est vraiment de pouvoir expliquer un phénomène et donc c'est une approche qui est très mécanistique et prédire éventuellement comment ça peut se faire, par exemple un facteur de risque. Et les forces de ce type d'étude, c'est bah, ça peut être assez robuste en fonction de comment c'est construit. On peut prédire des choses, c'est comme ça qu'est vraiment basée l'épidémiologie, typiquement. Mais en fait, nous, je vais pas vous parler de ça aujourd'hui, puisque notre étude, elle se situe dans les catégories qualitatives dans la science. Et là, on est plutôt, notre méthodologie, ça va être d'aller chercher à décrire et analyser les phénomènes avec un objectif de les comprendre. Et là, les forces, ça va pas être de généraliser, ça va pas être de dire, ben voilà comment ça se passe pour tout le monde ou même une majorité de personnes. Ça va être de pouvoir dire, on a compris des choses en profondeur et de façon nuancée sur un phénomène. Donc l'objectif n'est pas, là dans tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, de dire voilà comment ça se passe pour tout le monde, ni de généraliser, mais vraiment d'aller chercher des phénomènes qui peuvent être assez complexes, assez personnels, assez subjectifs,
mais qui peuvent nous apporter énormément dans la relation de soins ou de soutien, qu'on soit professionnel ou bénévole, avec les parents. Voilà, donc c'est vraiment juste pour que vous puissiez comprendre ce type d'études. Donc, le contexte vraiment au niveau de notre pensée, c'était que, comme vous l'a décrit le professeur Storm, de manière idéale, dans les recommandations, on se situe, les soignants et les parents et les familles se situent dans un modèle de décision partagée qui est très bien décrit et qui a énormément de force. Par contre, ce dont on se rend compte, et c'est pas que à Lille, c'est quelque chose qui est décrit dans la littérature scientifique de façon internationale, c'est qu'en pratique, ça, c'est pas simple en fait. En tout cas, en réanimation néonatale. C'est pas un modèle qui est simple à, en pratique, mettre en place quand on est confronté à des situations éthiques qui sont très complexes, à des différences culturelles. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et puis, du coup, ça amène à se poser des questions qui peuvent paraître très simples, mais qui sont en fait très compliquées, très complexes. C'est qui décide, en fait, dans ces situations de limitation et d'arrêt des traitements. J'aurais peut-être dû commencer par là. C'est qui décide et qu'est-ce que décider veut dire quand on prend ces décisions-là, dans ces situations-là, sachant qu'on est dans des situations médicales où une incertitude peut être très forte puisque au tout début de la vie, bah, il y a énormément d'incertitudes sur les pronostics, sur, voilà, sur plein de choses. Donc, et j'aurais dû commencer par là, mais je pense que vous l'aurez compris avec l'introduction, on se situe vraiment là dans cette étude sur du postnatal, où on s'est intéressé à comment vivent les parents, quelle est leur expérience d'une décision de limitation et ou d'arrêt des traitements pour leur nouveau-né dans le contexte d'une hospitalisation néonatale. Donc quand vous voyez LAT marqué dans la diapositive, c'est de ça dont je parle. Et notre objectif était donc de comprendre, voilà, comment ils construisent du sens, quelle signification ils donnent, vraiment autour de cette expérience de vivre ce processus décisionnel. Euh, et donc la procédure, c'est on est allé chercher des familles, on a demandé à des familles dans plusieurs centres hospitaliers, on leur a demandé s'ils avaient, voilà, des familles dont ils avaient encore connaissance 2 ans après le décès de leur nouveau-né, en tout cas pour cette partie de l'étude, qui voulaient bien participer à notre étude, c'est-à-dire de nous donner du temps. En fait, c'était des entretiens avec ces parents-là. Les entretiens pouvaient se faire de façon individuelle, c'est-à-dire la maman et le papa ou le coparent individuellement. C'est ce qu'on proposait, mais il y avait tout à fait la possibilité, s'ils le préféraient, de le faire ensemble, s'ils se sentaient plus à l'aise comme ça. Et au final, on a eu 8 familles en fait qu'on a pu, avec lesquelles on a pu faire des entretiens. La majorité, c'était quand même des entretiens individuels. Je pense qu'il y a une famille où c'était ensemble. Ces familles représentaient des expériences issues de 3 services de médecine néonatale différents, de centres hospitaliers différents. On a procédé à des entretiens semi-directifs avec eux. Donc, c'est-à-dire semi-directif, ça veut dire qu'on va avoir une trame, on va pouvoir leur poser des questions, mais c'est tout à fait libre. C'est-à-dire qu'on cherche pas à obtenir des réponses précises sur un topic précis, mais vraiment laisser émerger les choses que les personnes elles-mêmes trouvent importantes de faire émerger. C'est vraiment ça l'objectif. Donc de ne pas contraindre la parole de la personne, au contraire de la favoriser. Et ces entretiens étaient menés, comme je le disais, de façon approximative 2 ans après le décès de leur bébé. Donc l'analyse qu'on a menée, après les entretiens étaient enregistrés hein, au niveau audio, pas la vidéo mais l'audio. Quand on avait l'audio, on l'a retranscrit dans des documents Word. On a anonymisé le contenu et on est allé analyser ce contenu. Et on a mobilisé une technique d'analyse, enfin une approche d'analyse plutôt, qui s'appelle l'analyse phénoménologique interprétative. Alors c'est des mots compliqués pour dire que en gros, on part du principe que les personnes, tout un chacun, tout le monde construit du sens, tout être humain construit du sens de façon active
autour de ce qu'elles vivent, en fait, autour des expériences qu'elles vivent. Et que la construction de sens de ces expériences, ça se fait de façon, alors en grande partie de façon inconsciente, mais surtout ça se fait de façon dynamique et évolutive. C'est-à-dire que comment je vais construire du sens à un événement qui m'arrive aujourd'hui, ça va pas être la même façon forcément que j'ai de construire du sens par rapport à ce même événement dans 2 ans, dans 3 ans, même dans une semaine. Donc, c'est un processus qui est évolutif, qui peut être très riche, et on part aussi du principe que le chercheur ou la chercheuse peut accéder en partie enfin en tout cas peut interpréter l'interprétation que la personne fait elle-même de comment elle a construit du sens. Donc, ça, c'est le principe de double herméneutique, voilà, qui est encore juste des mots compliqués pour dire le chercheur se positionne dans une démarche où il ou elle cherche à interpréter ce que la personne lui relate de sa propre interprétation de son expérience et du sens qu'elle a donné à ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va bien sûr analyser le contenu, les mots qui sont utilisés, mais aussi comment ils sont utilisés, comment le récit est construit, qu'est-ce qui est mis en avant, qu'est-ce qui est absent, quels sont les silences, quelles sont les images, l'imaginaire qui va être mobilisé, les analogies, voilà, toutes ces choses-là. C'est pas que une analyse thématique classique. Et en fait, on pourra en discuter si ça vous intéresse, mais je pense que c'est surtout les résultats qui nous intéressent. Mais on a mobilisé cette approche parce qu'elle est particulièrement puissante pour accéder à enfin, pour comprendre des expériences qui sont très complexes et qui peuvent mobiliser des vécus très intenses, ce qui est le cas là. On n'utiliserait pas forcément cette approche pour, voilà, essayer d'analyser le vécu, je sais pas, d'aller faire ses courses, quoi. Voilà, donc c'était vraiment un choix conscient et c'est comme ça qu'on a procédé. Alors vous vous doutez, c'est assez complexe. On était plusieurs évidemment à le faire et ça a donné des résultats très intéressants. Je vais d'abord vous présenter les résultats vraiment très thématiques, très généraux, pour ensuite vous amener sur un point focal qu'on a développé dans le papier, qui nous paraissait être celui qui avait été le moins décrit jusqu'à présent. En tout cas, ce qui est apparu de façon générale dans les entretiens, c'était vraiment comment être parent d'un bébé qui est hospitalisé en réanimation ou aux soins intensifs néonatales. Comment être parent, comment prendre ce rôle, comment prendre soin de son bébé, comment le toucher, etc. Sur plein d'axes différents, mais il y avait cette grande thématique, la parentalité, dans le contexte d'une réanimation, enfin d'une hospitalisation en réanimation néonatale. Ensuite, il y avait tout ce qui était en rapport avec le parcours médical et logistique, depuis la grossesse jusqu'au décès du bébé. Donc vraiment, là, c'était plutôt des aspects très pratico-pratiques de l'expérience sur le transport, sur les chambres, sur voilà, des éléments qui étaient très descriptifs finalement de leur expérience. Ensuite, il y avait tout ce qui était de l'ordre du vécu émotionnel et psychologique. Donc évidemment, vous le savez, les aspects de choc, d'anxiété intense, de sidération, de difficulté aussi à vivre, s'autoriser à vivre ses émotions tout en restant présent auprès de son bébé. Et puis là, je vous le dis de façon très simplifiée, mais évidemment, c'est beaucoup plus fin que ça dans le récit des parents de ce que ça peut être de vivre ça à ce moment-là, comment ça peut se transformer par la suite. Il y avait tout ce qui était en rapport avec la sphère sociale. Alors à la fois tout ce qui était très très positif de la famille, les amis, le soutien reçu, ce genre de choses, mais aussi les difficultés, le fait de se sentir à la fois avoir des gens autour de soi et en même temps totalement seul avec des questions qui seraient pas forcément appropriées, ou au contraire le fait de n'avoir personne qui prend des nouvelles, enfin vraiment des questionnements à la fois sur beaucoup de choses positives, mais aussi beaucoup de difficultés sur cette sphère-là, y compris auprès des personnes que les parents identifiaient comme censés être leur soutien. Voilà.
Et il y avait également dans cette thématique tout ce qui était l'impact sur la fratrie s'il y avait d'autres enfants des aînés, ou aussi la dynamique dans le couple, donc l'impact perçu sur son conjoint ou sa conjointe, ou au niveau de la dynamique relationnelle au sein du couple. Ensuite, il y avait vraiment tout ce qui était le cheminement entre la décision de limitation ou d'arrêt des traitements et le décès et la période après décès. Donc là, on a regroupé tout ce qui était de l'ordre de l'accompagnement que les parents ont reçu, que le bébé a reçu, éventuellement les rites ou les aspects spirituels ou religieux, ou tout simplement, quand je dis rite, ça peut être tout à fait profane autour de vraiment l'accompagnement, l'habillement, les traces mémorielles, voilà, toutes ces choses-là, et le besoin ou pas de soutien, et des types de soutien plus ou moins formels qu'ils ont reçus à ce moment-là. Ensuite, il y avait vraiment la thématique, on a regroupé tout ce qui était l'impact en fait du décès du bébé sur la vie des parents, avec ce phénomène qui est revenu de façon quasi, enfin majoritaire, enfin majoritaire c'est sûr, sur vraiment une notion de il y a un avant et un après. Donc comment ça se traduisait pour eux, sur quelle modalité, les changements identitaires éventuels. Enfin, voilà, vous imaginez bien que là, il y a énormément de choses aussi. Là, je vous ai juste mis sur la slide un récapitulatif très synthétique, mais voilà, les questions qui se posent, ceux qui vivent, ce qui a évolué ou pas, ce qui mobilise ou pas pour faire face au deuil, leur positionnement en tant que parents, enfin, voilà, plein de choses, l'impact qu'il peut y avoir sur des grossesses après, ou même le désir ou pas de grossesse, voilà, plein de choses là-dedans. Il y avait, ça j'aurais dû le regrouper avec la slide précédente, mais l'environnement de réanimation, parce que là c'était avant le décès. Donc ça c'était vraiment l'impact de voir son bébé appareillé, techniqué, être dans une chambre, qu'est-ce que ça fait d'être dans une chambre plutôt individuelle, qu'est-ce que ça fait que d'être dans une chambre plutôt partagée, l'environnement vraiment de ce que c'est, les machines, le bruit, les différences de température, toutes ces choses-là qui sont apparus quand même de façon importante. Et puis le dernier point, et c'est celui sur lequel je vais insister, puisque c'est celui sur lequel on a vraiment travaillé dans le cadre de cette analyse et le papier qu'on a publié, c'est vraiment autour de ce processus décisionnel. Qu'est-ce qui se joue sur ce processus décisionnel? Et là, on l'a nommé, c'est là où on est dans nous-mêmes dans l'interprétation, bien sûr, mais qu'on a nommé sur l'ambivalence et les paradoxes autour de la décision. Et c'est ça que je vais développer un peu plus maintenant. Donc, en fait, dans la totalité des entretiens, on a trouvé des sortes de paradoxes, des sortes de contradictions, si vous voulez, dans la façon de vivre cette expérience. Et l'un de ces paradoxes concerne la question de qui décide, donc la question du détenteur du pouvoir décisionnel, de celui ou celle qui décide d'une limitation ou arrêt des traitements pour le nouveau-né. Et l'autre paradoxe concerne, mais est-ce une décision? Est-ce qu'on peut parler de décision au final? Vous allez voir là où je veux en venir en parlant de paradoxes. On a nommé ces paradoxes. C'est la première fois que ça apparaissait. On n'a pas trouvé de littérature sur ces questions-là. Donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Et quand c'est le cas, bah, c'est aux chercheurs d'essayer de trouver les mots. Donc voilà ce qu'on a choisi, mais qui peuvent être probablement améliorés. C'est la notion d'ambiguïté du choix et d'ambivalence du rôle que je vais développer maintenant. Donc, de quoi on parle quand on parle d'ambivalence du rôle? Ça, ce sont les éléments de contenu que les parents nous ont donnés qui sont en rapport avec qui décide. Et tous les parents ont témoigné de façon forte d'un besoin d'être parent, de pouvoir tenir un engagement symbolique d'être parent auprès de son bébé. Ça, c'est vraiment important. Je suis parent et être parent, c'est être responsable de son bébé. Il y avait une norme internalisée très forte de l'autorité parentale, c'est aussi pouvoir prendre des décisions médicales pour son bébé. Donc, il y avait vraiment cette représentation de je suis parent, donc ça fait partie de mon rôle que de prendre des décisions pour mon bébé.
et c'était associé à une forme de loyauté, de devoir moral en tant que parent envers son bébé. Vraiment dans une définition, dans un critère essentiel de la définition de ce que ça veut dire qu'être parent. Et en même temps, vous aviez d'un côté ce côté-là, je suis parent, j'ai besoin de maintenir cette notion d'identité parentale qui se fait entre autres par la capacité, voire le devoir de prendre des décisions médicales pour son bébé. Et de l'autre côté, un besoin fort que ce soit vraiment l'équipe médicale qui porte la responsabilité de la décision et qui soit désignée aussi comme ayant pris la décision. Donc, il y avait vraiment cette idée en filigrane. Là, on est dans l'interprétation, l'analyse que nous, on en fait, que, il y aurait un poids moral qui serait tellement écrasant qu'il y a vraiment ce besoin de dire, voilà, non, c'est pas nous qui avons pris la décision en tant que parents, c'est l'équipe médicale, c'est les médecins. Et en même temps, ça doit cohabiter avec la notion que je vous ai racontée juste avant, c'est-à-dire, et en même temps, j'ai besoin de maintenir mon identité parentale et prendre des décisions, ça fait partie de ça. Donc voilà, c'est ça que je veux dire par des contradictions, en fait. C'est-à-dire le fait de pouvoir, à l'intérieur de son expérience, faire cohabiter deux notions qui sont a priori incompatibles. Il faut qu'elles puissent faire partie de façon cohérente dans le vécu expérientiel pour ses parents. Et ça, c'était dans tous les entretiens. Donc, un exemple, un extrait d'un entretien, c'était quand on posait cette question de est-ce que c'est les parents, est-ce que c'est l'équipe oui et non, en fait, parce qu'ils nous ont dit qu'ils n'iraient pas plus loin. Et c'est là qu'il a compris que c'était, enfin, tu vois, oui, donc en gros, non, c'est pas moi qui ai décidé, c'est eux mais ils ont amené les choses petit à petit. Donc il y a vraiment ce oui et non. C'est à la fois oui, moi en tant que parent, et non, c'est pas moi en tant que parent qui ai décidé. Là, il y a maman qui m'expliquait, elle me relatait une conversation qu'elle avait eue avec sa propre maman pendant l'hospitalisation. On lui a expliqué, et elle, donc on lui a expliqué, nous les parents, on a expliqué à ma mère, et elle m'a dit, tu es sûre de prendre cette décision? Mais moi, j'ai dit, maman, regarde, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui vais arrêter les soins de mon fils. Ils m'ont expliqué de façon limpide que mon enfant ne pourrait pas avoir une vie comme les autres et que ce serait trop compliqué pour lui. Et je trouve que cet extrait, il est quand même très très fort parce que on voit là la grand-mère, si vous voulez, qui dit à sa fille, tu es sûre de prendre cette décision. Donc il y a vraiment, de façon normée, de façon sociale, le parent prend une décision. Et la fille qui doit se justifier auprès de ça, que non, c'est pas moi qui prends cette décision. Donc c'est dans ce type de morceau de récit que l'on voit qu'il y a quelque chose d'assez complexe qui peut se jouer à ce niveau-là. Ensuite, concernant la notion d'ambiguïté du choix, donc là, on vient de parler de qui décide, entre guillemets, et là, on va parler de, mais est-ce il y a réellement décision? Est-ce que c'est réellement, est-ce qu'il y a des choix et donc une décision à prendre? Il y avait ce paradoxe-là. Et donc, pareil, dans tous les récits, il y avait vraiment le besoin de pouvoir rester acteur, de ne pas évincer la notion de décision. Donc, il y avait quand même présent dans tous les entretiens cette idée qu'il y a une décision qui a été prise à un moment donné. Donc, l'idée en filigrane que le décès du bébé n'est pas survenu, entre guillemets, sans qu'il y ait à un moment une décision prise. Donc, vraiment, cette notion était centrale. Et comme je le disais, mais ça je passe rapidement, que le fait qu'il y ait même cette décision, c'est un critère essentiel à l'identité parentale et à son devoir envers son bébé. Mais dans tous les entretiens, il y avait aussi cette notion que bah, c'est une décision, mais c'est pas vraiment une décision parce qu'il y a pas le choix en fait. Donc, il n'y a pas le choix. C'est une décision, d'accord, mais elle s'impose d'elle-même. Il y avait vraiment cette idée-là. Ce ne sont pas les médecins qui prennent les décisions, c'est nous qui devons dire oui ou non, on arrête ou on n'arrête pas. Donc on est vraiment dans... Enfin là c'est plutôt l'autre, je pense que je me suis trompée. Là c'était plutôt sur la thématique précédente. Il y a une décision qui est là, c'est à nous de choisir, mais en gros on n'a qu'un seul choix.
Donc là, vous avez des parents qui disent oui, c'est nous, mais en fait, c'est pas vraiment une décision. On voit le rapport qu'il y a avec la thématique précédente. Est-ce une décision s'il y a qu'un seul choix? Il y a vraiment cette idée-là. Et une personne qui a dit, bah, le fait que le bébé vive, c'était une possibilité qui était impossible. Donc là encore, même dans le langage, on voit qu'il y a une contradiction très très forte. À la fois, oui, c'est à nous de choisir, c'est nous qui prenons des décisions, mais en même temps, c'est pas nous, et en même temps, c'est pas une décision. C'est en ça que je parle de ces contradictions qui ont un besoin, on va en parler un petit peu après, de notre hypothèse de pourquoi il y a ces contradictions-là, et pourquoi elles sont super importantes, en fait. De manière générale, ce qui ressortait en filigrane par rapport à ce vécu du processus décisionnel, c'était aussi un besoin très très fort de réduire la notion d'incertitude dans l'expérience, avec vraiment une clarté, un rapport à l'information qui ne laissait pas place au doute parce que l'information avait été suffisamment claire, enfin, perçue comme suffisamment claire et répétée. Une confiance, c'est-à-dire que pareil, de façon répétée, il y avait cette idée que les médecins sont experts et qu'ils ont exploré tout, qu'il n'y a pas d'alternative, donc il n'y a plus finalement ce choix-là, et de sentir l'absence d'hésitation ou de doute chez l'équipe. Et enfin, et c'est une thématique qu'on connaît bien et qui est vraiment pas évidente du tout, c'est ça qui donne toute la complexité, c'est le besoin que la décision soit en cohérence avec leurs normes et leurs valeurs et leur vision de la moralité d'une bonne vie. Donc le fait de pouvoir construire du sens autour de, il y a cette décision qui a été prise, mais elle fait sens par par ce que nous, on considère en tant que famille, en tant que parents, comme ce qu'il est bon, quelle bonne chose on aurait voulu pour notre enfant. C'est très important qu'il y ait la construction du sens puisse être en cohérence avec ça. Donc là, pareil, un extrait. À un moment, je leur ai fait confiance. Ils ont exploré toutes les possibilités et puis ils ont vu qu'il n'y en avait plus. Ils n'ont pas hésité. À un moment, ils ont dit stop, stop. C'est là que j'ai compris qu'il fallait arrêter. Donc là, on se positionne plutôt sur, non, c'est les médecins qui prennent cette décision-là, c'est pas nous les parents. Et vous voyez dans les mots qu'il y a, ils ont exploré toutes les possibilités. On est dans des mots qui sont forts. Et puis ils ont vu qu'il n'y en avait plus. Il y a plus il y a plus de possibilités. Ils n'ont pas hésité. On est dans l'absence de doute. Dans d'autres extraits, il y a une personne qui a dit, ils m'ont expliqué comme de façon mathématique, quoi, presque, il y avait que c'était certain. Alors, on ne sait pas comment s'est passée cette interaction, mais en tout cas, dans le vécu de la personne, on était de l'ordre d'une certitude mathématique, que ça ne pouvait pas bien se passer pour son enfant. Il y avait vraiment ce besoin, en fait, de construire ce sens-là. Alors, pourquoi est-ce que vraiment ces contradictions, ces paradoxes, et attention, quand je dis contradiction, c'est d'un point de vue linguistique que je dis ça, d'un point de vue psychologique, c'est pas du tout négatif, c'est pas du tout normatif ce que je dis. Mais pourquoi est-ce qu'on a ces paradoxes? Donc ce besoin de maintenir, de tenir pour vrai des représentations, des constructions qui sont a priori incompatibles entre elles au niveau de l'expérience. Alors, on a généré des hypothèses, elles ne sont que ça, et il y en a sûrement d'autres. Mais on s'est vraiment dit que pour nous, il y avait probablement un rôle important de maintenir, de ne pas aller, fractionner ces contradictions, de les respecter, de les protéger même. Parce que elles permettraient probablement, selon nous, de préserver l'identité et le rôle parental. Le fait de pouvoir dire je suis un parent de ce bébé, ce lien, il existe et il a existé et j'ai tout fait dans ce sens-là. De pouvoir vraiment maintenir, c'est essentiel au vécu des parents. Donc c'est extrêmement protecteur au niveau de ce rôle et de la capacité à construire du sens autour de cette expérience extrême. C'est ce qu'on se dit, hein, vraiment un rôle protecteur sur ça. Et le deuxième rôle protecteur à notre sens, euh,
ce serait que ça pourrait éventuellement, et là il y a de la littérature un petit peu sur ce sujet-là, ça pourrait protéger contre le regret décisionnel. Dans la littérature, les autres études que d'autres chercheurs ont menées dans le monde entier sur le deuil dans ce contexte-là, il y a cette notion parfois de regret décisionnel et à quel point ça peut être absolument dévastateur en fait pour des parents se posant des questions de et si, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se posent ça. Mais quand on est vraiment dans quelque chose qui devient cristallisé, qui perdure dans le temps, qui est intense, ça peut être extrêmement problématique pour cette famille-là. Et avec ce que je vous ai décrit, avec le fait de maintenir ces représentations a priori contradictoires sur qui décide, sur est-ce que c'est un choix, et réduire la notion d'incertitude, pour nous, l'hypothèse, c'est que ça permet de réduire le risque de regret décisionnel par la suite. Parce que c'est la construction du sens, en fait, qu'on donne à cette décision qui va ensuite pouvoir générer pendant des années, les années, toute la vie qui suit, comment on va être en relation face à cette prise de décision en tant que parent. Donc c'est vraiment dans le récit qui, encore une fois, est évolutif et dynamique. Il y a quelque chose qui est quand même, qui semble, en tout cas, important dans ce moment-là. C'est pas un moment, mais ce processus-là, qui pourrait être extrêmement important pour le vécu plus tard de ces familles. Et bien sûr, on peut pas, vous avez vu, on a 8 familles, on peut pas faire, on n'est pas dans du quantitatif, donc je ne peux pas vous faire des prédictions ou faire des comparaisons. Mais pour ce que ça vaut, les 8 familles qu'on a rencontrées là, c'était des familles qui allaient plutôt bien. Alors probablement que c'est parce que elles ont accepté voilà, de participer à l'étude, donc c'est des personnes qui sont à l'aise avec le fait d'échanger sur leur vécu. Donc probablement qu'il y en a plein d'autres qui vont pas bien du tout, mais que c'est pas elles qu'on a capté avec cette étude. Mais en tout cas, ce qu'on pourrait imaginer, sans, avec toutes les limites, pour le coup, de cette étude qualitative, mais on pourrait imaginer, on pourrait explorer davantage, et c'est là où on a besoin de plus grosses études, que ces processus-là pourraient éventuellement être ceux qui permettent aux familles de cheminer et éventuellement d'aller pas trop mal 2 ans après le décès de leur bébé. Voilà, avec tous les points d'interrogation qu'il y a et toutes les limites que je vous ai spécifiées. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous ai mis l'adresse mail. N'hésitez pas si vous avez besoin de l'article, envie de lire l'article. Comme je vous l'ai dit, il est en accès libre, mais si vous voulez, je peux aussi vous l'envoyer sans aucun problème sur l'adresse mail. Voilà, merci. Merci, merci Kelly. Merci Kelly.